L'homme n'avait fait que dormir dans son lit pendant un mois. À son réveil, il s'est rendu compte qu'il était seul au monde. Alors qu'il pensait devoir finir ses jours dans la solitude en compagnie de son chien, il a aperçu des traces de présence humaine. Rem s'est alors précipité en voiture dans cette direction. Une fois arrivé à destination, il est descendu de voiture avec prudence, son arme à la main. C'est alors qu'il aperçut une femme noire debout sur le toit. Très vite, Sarah fit entrer Rem chez elle. Après avoir discuté, Rem comprit que, tout comme lui, elle était à la recherche de survivants. Rem lui proposa alors de venir vivre avec lui, et Sarah accepta immédiatement. Ils se rendirent ensuite au supermarché de la petite ville. Les provisions qu'ils y trouvèrent suffisaient à couvrir leurs besoins essentiels. Sarah y trouva également des médicaments. C'est alors que Rem s'exclama, tout excité, qu'il avait découvert quelque chose de nouveau. Il s'agissait en fait de panneaux solaires. Une fois dehors, Rem déclara qu'il allait emporter ses panneaux solaires. Car dans le monde d'aujourd'hui, l'électricité et l'eau courante avaient depuis longtemps disparu. À la tombée de la nuit, Rem mangea pour la première fois un délicieux repas. Peu de temps après, la moitié des panneaux solaires de Rem étaient installés. Et Sarah avait également fait pousser de précieux légumes dans le jardin. Au fil du temps, leur relation s'est peu à peu resserrée. Très vite, ils sont devenus un couple. Mais ce jour-là, Sarah a annoncé une nouvelle à Rem. Elle était enceinte. Le visage de Rem s'est immédiatement assombri, car depuis la fin du monde, il n'y avait plus ni hôpitaux ni médecins. Il craignait que Sarah ne perde la vie à cause de cela. Mais Sarah a déclaré avec détermination qu'elle devait absolument mettre cet enfant au monde. Après en avoir discuté, ils se rendirent finalement à la bibliothèque du village et consultèrent quelques ouvrages sur l'accouchement. Puis allèrent au supermarché pour acheter le nécessaire pour la naissance. Ils voulaient tout préparer dans les moindres détails. Très vite, le ventre de Sarah s'arrondit de plus en plus. La nourriture disponible à la maison ne suffisait plus à couvrir ses besoins nutritionnels. Rem prit donc son fusil de chasse et se rendit dans une ferme voisine, où il trouva un troupeau de vaches en train de paître. Il accomplit ainsi la première chasse de sa vie. De retour à la maison, Sarah semblait très heureuse. Mais ils étaient loin de se douter que cette chasse allait leur causer un véritable désastre. Le soir, Sarah découvrit des rats dans la cuisine, faisant le lien avec la vache qu'ils venaient d'abattre. Rem comprit immédiatement que les rats avaient dû être attirés par l'odeur de la chair en décomposition. Très vite, un bruit se fit entendre dans toute la petite ville. Des aboiements retentissaient sous leurs fenêtres. Rem a alors assisté à une scène terrifiante. Dehors, il y avait des rats partout, et ils se dirigeaient vers leur maison. Ils se sont donc empressés de détruire toute la nourriture qu'ils avaient chez eux, sortant même le bœuf qu'ils n'avaient pas encore mangé. Mais les rats autour d'eux ne cessaient d'affluer. Voyant qu'ils n'avaient pas d'autre choix, ils ont dû se réfugier chez eux. Rem a ensuite trouvé du ruban adhésif pour sceller la fenêtre. Mais c'est alors qu'un hurlement déchirant de chien s'est fait entendre à l'extérieur. N'ayant pas d'autre choix, Rem a dû déchirer le ruban adhésif pour faire entrer le chien. Mais en un instant, une dizaine de gros rats se sont engouffrés dans la maison. Rem n'a alors eu d'autre choix que de frapper les rats partout où il les voyait. C'est ainsi que Sarah et lui ont réussi à passer la nuit tant bien que mal. Tôt le lendemain matin, les rats avaient disparu, mais de nombreux chats étaient apparus dans les rues. Rem a enfin pu se détendre. Quelques mois plus tard, Sarah donna naissance sans encombre au premier être humain né après l'apocalypse. Mais très vite, Sarah commit une imprudence. Elle laissa son adresse au centre de la petite ville, comme on pouvait s'y attendre. Peu de temps après, un intrus fit son apparition dans la ville. On arriva rapidement à la 6e année de l'épidémie. Ce jour-là, alors que Rem rentrait chez lui après avoir cherché de la nourriture, il heurta accidentellement quelque chose en chemin. Il descendit de voiture et découvrit qu'il s'agissait d'un puma. Rem sortit alors son pistolet, bien décidé à l'abattre. C'est alors qu'un bruit retentit dans les bois voisins. Rem découvrit qu'il s'agissait d'une petite fille. Sans réfléchir, il se lança à sa poursuite, car c'était la première survivante qu'il voyait depuis 6 ans. Très vite, la fillette fut contrainte de s'arrêter, mais elle restait là, le regard fixe, à fixer Rem, pour qu'elle baisse sa garde. Rem lui proposa de lui offrir de la nourriture et un abri, mais la fillette finit par refuser son aide. Désespéré, Rem retourna vers sa voiture, mais il constata avec surprise que le puma avait disparu. À ce moment-là, un mauvais pressentiment l'envahit. De retour dans sa voiture, il observa les environs avec vigilance, et vit la petite fille sortir à nouveau du bois. Voyant cela, Rem lui lança une pomme, ce qui a permis à la fillette de baisser sa garde. La fillette a ensuite grimpé à l'arrière de la voiture de Rem. De toute évidence, elle avait accepté l'aide de Rem. De retour à la maison, Sarah était en train de gronder ses 2 enfants espiègles. Mais la fillette, cachée à l'arrière de la voiture, refusait de descendre. Voyant cela, Rem n'a eu d'autre choix que de regagner sa chambre. Il a ensuite raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Il pensait que la fillette souffrait probablement d'un trouble de stress post-traumatique. Cette hypothèse fut approuvée par Harvey, qui était justement l'un des survivants arrivés dans la petite ville quelques années auparavant. Au cours de la conversation, Cécile, la femme d'Harvey, entra dans la pièce. À la tombée de la nuit, la fillette était toujours recroquevillée dans la remorque, refusant de descendre. Les adultes, face à cette situation, ne savaient que faire. Le lendemain, Cécile lui apporta un peu de nourriture, mais elle ne s'attendait pas à une réaction aussi violente de la part de la fillette. Dans sa lutte, son bras apparut. En voyant cela, Cécile comprit immédiatement. Elle montra alors sa poitrine à la petite fille, pour lui faire comprendre qu'elle aussi avait été victime d'abus. Grâce aux paroles réconfortantes et à la patience de Cécile, la fillette finit par accepter ce nouvel environnement. C'est alors que Rem emmena Harvey de retour dans la jungle. Prudent, il voulait découvrir l'identité de la fillette. Ils découvrirent rapidement une cabane en bois, et y trouvèrent effectivement des traces de vie. En voyant les murs recouverts de dessins sinistres, Rem quitta précipitamment la jungle. Le soir même, Cécile trouva une lettre dans le cartable de la fillette. L'auteur de la lettre affirmait être la mère de la fillette. C'est alors qu'ils apprirent que la fillette s'appelait Monica. La mère disait également qu'elle allait bientôt mourir, et espérait que la personne qui lirait cette lettre prendrait bien soin de sa fille. Quelques mois plus tard,
Le troisième enfant de Rem vit enfin le jour. Rem lui donna le nom de Joey. Une année s'écoula rapidement. Le petit Joey était devenu adorable. Alors que tout le monde baignait dans le bonheur, les dispositifs de sécurité autour de la maison se mirent soudainement à sonner. Rem comprit immédiatement qu'un intrus s'était introduit. Il demanda précipitamment à Cécile d'emmener l'enfant se réfugier dans une pièce, tandis que lui-même et Sarah, armés, allèrent voir ce qui se passait. Ils soupçonnèrent que la famille de Monica était venue les trouver. Très vite, Sarah aperçut une silhouette passer. Au moment où elle s'apprêtait à dégainer, 3 personnes apparurent juste devant eux. Il s'avéra qu'un de leurs petits garçons s'était perdu et avait déclenché par inadvertance l'alarme installée par Rem. C'est alors qu'un garçon arriva en courant derrière eux. De toute évidence, ils ne mentaient pas. Après un bref échange, ils comprirent qu'il n'y avait aucune animosité de part et d'autre. Rem les invita donc tous dans sa cour. La femme assise à l'avant s'appelait Amy. Elle était chirurgienne à Washington. Mais si ces personnes avaient pu trouver cet endroit, c'était également parce qu'elles avaient vu l'indice au centre du village. Après avoir écouté leurs explications, Rem resta silencieux. C'est alors qu'Amy demanda s'il pouvait rester pour vivre ici. Et Sarah accepta immédiatement. Une fois qu'Amy et les autres furent partis, Rem dit à sa femme qu'il fallait effacer l'indication au centre de la ville. À présent, dans la cour, il y avait au total 7 adultes et 5 enfants. Ils devaient maintenant se rendre en ville pour chercher des provisions. Rem répartit les personnes en groupes. Très vite, ils arrivèrent en voiture dans la ville. Et là, ils tombèrent sur un buffle. Rem expliqua que cet animal était là depuis toujours et qu'il n'attaquait pas les gens. Rem se rendit aussitôt dans une supérette. Même si cette année s'était écoulée, il restait encore quelques provisions utilisables. C'est alors qu'Amy arriva à l'hôpital. En tant que chirurgienne, Amy savait pertinemment que les fournitures médicales étaient plus importantes que la nourriture. Elle repéra rapidement une porte fermée à clé. Elle devina qu'il s'agissait de la pharmacie. Mais à ce moment-là, un petit loup en sortit. L'atmosphère devint instantanément tendue. Amy s'approcha prudemment de l'extincteur situé à côté d'elle. Elle le déclencha aussitôt, effrayant le petit loup. Elle sortit rapidement de l'hôpital avec un gros sac de médicaments. Rem, voyant cela, se précipita vers elle. Il avait d'abord l'intention de reprocher à Amy, mais lorsqu'il apprit qu'elle avait récupéré un gros sac de médicaments, Rem commença à la voir d'un tout autre œil. Ce soir-là, tout le monde s'assit joyeusement ensemble. L'ambiance festive ne ressemblait en rien à celle d'une fin du monde. Ainsi, plusieurs années s'écoulèrent. Harvey et Cécile eurent aussi un adorable enfant. La grande famille comptait désormais 14 personnes, soit exactement 7 adultes et 7 enfants. En un clin d'œil, on arriva à la 14e année de l'épidémie. Les enfants avaient désormais bien grandi. Ce jour-là, Rem emmena Joey à la bibliothèque. Comme à son habitude, il enseignait à son fils les rouages du monde. Mais peu après, le tonnerre se mit à gronder dehors. La tempête annuelle était de retour. Ils se dépêchèrent de rentrer chez eux en voiture. Mais une fois arrivé, Rem s'aperçut que son chien avait disparu. Après avoir fouillé chaque recoin de la maison, Rem découvrit une scène tragique. Le chien avait été écrasé par un arbre tombé. Ce compagnon qui avait suivi Rem pendant 14 ans l'avait désormais quitté pour toujours. Cela signifiait également que la chance de Rem était sur le point de tourner. Ce jour-là, alors que Rem jouait avec son plus jeune fils, un puma surgit soudainement des buissons voisins. Pour sauver son fils, Rem s'interposa devant le puma. En un instant, il fut la proie des griffes furieuses de l'animal. On pensait qu'il allait y laisser la vie, mais contre toute attente, grâce aux soins prodigués par l'entourage, Rem a eu la chance de survivre. Après coup, Sarah est venue dans le jardin avec son fusil. Sachant que le puma qui avait attaqué son mari se trouvait toujours près de la maison, elle devait l'éliminer. En suivant les traces de sang laissées par son mari sur le sol, Sarah a rapidement découvert la trace du puma. À ce moment-là, le puma avait apparemment oublié son attaque. Sans la moindre hésitation, Sarah a directement appuyé sur la détente de son arme. La bête qui avait blessé son mari mourut ainsi sous les balles de Sarah. En un clin d'œil, on arriva à la 17e année de l'épidémie. À ce moment-là, le monde entier était déjà en ruine. La petite ville autrefois prospère était envahie par les mauvaises herbes. Les voitures n'étaient plus qu'un tas de ferraille. Quant à la cour que Rem avait toujours entretenue, elle conservait encore un peu de vie. Cette vie heureuse aurait pu durer. Mais une nouvelle crise ne tarda pas à surgir. Ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à faire la cuisine, Monica s'aperçut qu'il n'y avait plus d'eau chez elle. C'était la première coupure d'eau depuis le début de l'apocalypse, il y a 17 ans. Pour comprendre ce qui se passait, Rem décida d'emmener quelques personnes inspecter le barrage en amont. Mais ils découvrirent que toutes les rivières s'étaient asséchées. Ils se rendirent à la station de traitement des eaux qui desservait la petite ville. Les canalisations étaient elles aussi fissurées. Il semblait qu'ils n'avaient d'autre choix que d'aller chercher de l'eau ailleurs. C'est alors qu'un bruit de moteur retentit soudain au-dessus de leur tête. Quelques voitures passèrent rapidement au-dessus d'eux. Rem emmena tout le monde se réfugier rapidement dans le véhicule. Après tout, dans un monde post-apocalyptique, la nature humaine est sombre. Il devait rester extrêmement vigilant. De retour à la maison, Rem raconta ce qu'il avait vu et demanda à tout le monde de se munir d'armes pour parer à toute éventualité. Au moment même où il parlait, 2 voitures arrivèrent. De toute évidence, ils avaient suivi les traces de pneus. Le chef du groupe s'appelait Mike. Il devina que Rem et les autres n'avaient plus d'eau. Il leur proposa donc de leur prêter un kit de forage qu'il avait dans sa voiture, ce qui pourrait peut-être résoudre le problème actuel de Rem. Après avoir entendu cela, Sarah invita immédiatement le groupe à entrer. Après avoir discuté, l'équipe de Mike comptait environ 10 personnes. Ils étaient à la recherche d'un logement convenable. Rem n'a pas fait de commentaires en entendant cela. Très vite, l'équipe de Mike a commencé les travaux de forage. Rem espérait lui aussi que ce puits résoudrait leurs problèmes. Le soir même, après le repas, Mike a déclaré que pour survivre, il fallait dévorer les plus faibles pour devenir plus fort. Mais Rem n'était pas d'accord avec lui. Il pensait que la coexistence pacifique était la bonne solution. Mais à ce moment-là, l'expression de Mike était vraiment déplaisante. Rem se mit immédiatement sur ses gardes. Il avait l'impression que Mike n'était peut-être pas quelqu'un de bien. Le lendemain, Mike mena son équipe pour poursuivre le forage. Et chacun de ses gestes ressemblait davantage à ceux d'un chef. À ce moment-là, Rem eut un mauvais pressentiment. Quelques jours plus tard,
Mike acheva enfin le forage. Au moment où l'eau jaillit du puits, tout le monde se mit à acclamer, ravi. Rem s'empressa de s'avancer pour le remercier. Mais Mike refusa ses remerciements et déclara qu'il allait bientôt le remplacer pour devenir le nouveau chef. Tard dans la nuit, Rem se tenait sur le balcon, l'air absent, quand il entendit soudain le cri d'une femme. Il suivit le bruit et vit Mike sortir de la cabane de Monica. Voyant cela, Rem se précipita en bas. En entrant dans la pièce, il découvrit une scène révoltante. Mike avait pris Monica par surprise. Il rassembla donc rapidement toute la famille. Rem voulait discuter avec tout le monde de la manière de gérer cette affaire. Après discussion, certains suggérèrent de chasser Mike, mais Rem estimait qu'il fallait le tuer sans hésiter. En entendant cette idée de meurtre, tout le monde se mit à l'approuver. Puis Rem frappa à la porte de la chambre de Mike. Mike est sorti, l'air arrogant. Il savait pourquoi Rem était venu. Pourtant, son attitude restait provocante. Rem lui a ordonné de partir, mais Mike a répondu que la seule façon de partir était d'emmener Sarah avec lui. Face à cette menace flagrante, Rem a brandi le marteau qu'il tenait à la main. Après une série de bruits sourds, Mike a quitté cet endroit pour toujours. C'était le premier meurtre commis par Rem depuis le début de l'apocalypse. De toute évidence, il avait beaucoup de mal à s'y faire psychologiquement. Très vite, les membres de l'équipe de Mike apprirent ce qui s'était passé la nuit précédente. Mais ils ne protestèrent pas, car eux aussi en avaient plus qu'assez de Mike. À la différence des autres, Jerry était cependant très en colère, car il était le fidèle larbin de Mike. Rem ne lui prêta aucune attention. Mike étant mort, les autres choisirent les uns après les autres de se rallier à Rem. Quant à Jerry, il ne put que partir seul. En regardant sa silhouette s'éloigner, Rem ne put s'empêcher de se demander s'il avait bien fait. Heureusement, la vie s'écoula ensuite sans encombre. Très vite, on arriva à la 20e année de l'épidémie. À ce moment-là, le camp de Rem était déjà bien établi. Ils avaient de l'eau, de l'électricité et menaient une vie aisée. Par une journée ensoleillée, son fils Joey a construit un avion à énergie solaire, ce qui leur permettait de s'élever plus haut et de voir plus loin, alors que la renaissance de la civilisation humaine semblait imminente. Une nouvelle crise était en réalité déjà là. Ce soir-là, Joey a soudainement frappé à la porte de la chambre de ses parents. Mais l'instant d'après, il s'est effondré sur le sol. Rem a supposé qu'il avait de la fièvre. Il s'est donc précipité chez le docteur Amy pour demander de l'aide. Mais à sa grande surprise, il y avait déjà 2 autres patients présentant les mêmes symptômes. Rem pensa qu'une épidémie de grippe s'était déclarée dans le camp. Mais Amy lui dit que ce n'était pas le cas. Leurs symptômes étaient exactement les mêmes que ceux de l'épidémie d'il y a 20 ans. Elle ajouta que ce virus était contagieux et qu'il n'avait tout simplement pas assez de médicaments. Très vite, la salle d'hôpital fut remplie de patients. La vitesse de propagation du virus dépassait toute imagination. Tôt le lendemain matin, Rem quitta le campement en voiture. Il voulait se rendre plus loin pour trouver des médicaments. Très vite, la voiture fut bloquée par un barrage. Même si cet endroit avait subi les assauts des intempéries pendant 20 ans, la porte en fer massif restait impossible à ouvrir. Rem sortit alors un vélo. Il décida de passer par une brèche pour rejoindre l'autre côté. En chemin, Rem ne cessait de se reprocher d'avoir tué quelqu'un, que le ciel le punissait ainsi. Peu après, la ville en ruine s'offrit à ses yeux. Les rues autrefois animées n'étaient plus qu'un champ de ruines. Il arriva rapidement au plus grand hôpital du centre-ville. Après avoir cherché avec soin, Rem trouva la pharmacie de secours grâce aux indications d'Emma et remplit son sac à dos de médicaments. Il devait maintenant ramener ses provisions au campement au plus vite. Mais il était déjà trop tard. De retour à la maison, la fièvre de Joey s'était aggravée. Rem s'empressa donc de préparer une injection. Mais sa fille Emma lui dit que les médicaments antiviraux étaient totalement inefficaces. Ils essayaient actuellement de le soigner avec des feuilles de taxus. Mais Rem ne pouvait pas attendre aussi longtemps, car si la fièvre de son fils ne baissait pas, sa vie serait en danger. Il se rendit aussitôt à la salle de soins avec son enfant dans les bras. Rem expliqua que la fièvre persistait. Emma lui suggéra de commencer par faire baisser la température avec de l'eau glacée. Il y avait justement un bassin à l'extérieur. Rem plongea son petit garçon dans le bassin, sentant que sa température avait enfin commencé à baisser. Rem put enfin se rassurer. Mais à ce moment-là, Emma fut appelée chez les voisins. En fait, elle avait eu une relation amoureuse avec le fils des voisins. Peu de temps auparavant, ils étaient partis en voyage. Mais, contre toute attente, elle était revenue seule. Le couple voulait savoir ce qui était arrivé à leur fils. Emma se remémora alors cette expérience douloureuse. À l'époque, elle avait fait ses adieux à ses parents et quitté le camp avec son petit ami. Ils avaient marché très loin vers le nord. Quelques semaines plus tard, ils avaient découvert une série de chiffres et, curieusement, ces chiffres apparaissaient à chaque endroit où ils se rendaient. Ils avaient donc suivi la direction indiquée par les chiffres. Mais ils n'ont pas trouvé les survivants qu'ils espéraient. Ils ont donc décidé de camper au bord de la plage, sans se douter que le danger approchait. Ce jour-là, un homme sauvage a soudainement surgi de la forêt, puis a rapidement disparu. Quand Emma est revenue au campement pour chercher son petit ami, elle ne savait pas que l'homme sauvage l'avait suivi, et qu'il avait tué son petit ami. C'est alors qu'Emma remarqua le tatouage sur le bras de l'homme, qui était exactement le même que celui de Jerry, parti peu avant. À ce moment-là, Jerry voulait encore s'excuser auprès d'Emma, mais celle-ci était déjà hors d'elle. Elle saisit la hache qui se trouvait à côté d'elle et vengea son petit ami. Finalement, Emma enterra son petit ami au bord de la mer. À court de provisions, elle reprit le chemin du retour. Ce n'est qu'après plusieurs mois de marche qu'elle parvint à regagner le camp. Après avoir écouté le récit d'Emma, la mère de son petit ami fut immédiatement prise de compassion pour elle. À ce moment-là, la phytothérapie d'Amy commença à porter ses fruits. L'état de santé de certains patients s'améliora. On pensait alors que l'épidémie était enfin maîtrisée. Mais le plus jeune fils de Rem mourut quand même. Sarah, à ses côtés, était inconsolable. Quant à Rem,
Il vécut les moments les plus sombres de sa vie. Au final, 4 personnes périrent dans le camp. Les autres ont eu la chance de survivre. Pendant un certain temps après cela, Rem n'arrivait pas à se remettre de ce drame. Il se rendit au centre du village. Il effaça les messages de Sarah. Puis il se rendit à la bibliothèque et y sema le chaos. Il alla même jusqu'à vouloir mettre le feu à tout le bâtiment. C'est alors que sa femme lui rappela qu'il ne fallait pas oublier leur fils aîné et leur fille. Et qu'il ne fallait pas oublier qu'il était le chef de tout le camp. Sous les réprimandes sévères de sa femme, Rem a enfin repris ses esprits. Le lendemain, Rem s'est rendu au sommet de la montagne. Il a contemplé la lumière devant lui et s'est plongé dans une réflexion sans fin. Très vite, on est arrivé à la 21e année de l'épidémie. En rangeant ses affaires, Rem a découvert un carnet dans lequel étaient consignées certaines inventions de Joey, dont une radio permettant de communiquer avec le monde extérieur. Après avoir longuement réfléchi, Rem décida de réaliser la dernière volonté de son plus jeune fils. Il allait utiliser la radio pour rechercher d'autres survivants. Cependant, après avoir tout préparé, Rem essaya de nombreux canaux, mais personne ne répondit. Au fil du temps, tout le monde perdit espoir. Peut-être que le camp de Rem était le seul qui restait sur Terre. Au cours d'une conversation, Emma évoqua sans y penser un souvenir du passé. Elle se souvint avoir vu une série de chiffres avec son petit ami. Rem comprit aussitôt que cette série de chiffres correspondait sans doute à une fréquence radio. Il retourna donc rapidement dans sa chambre et envoya immédiatement une requête à cette fréquence. Très vite, ils reçurent une réponse. L'interlocuteur leur indiqua qu'il y avait 77 personnes de leur côté, qui vivaient désormais dans une petite ville côtière isolée, et qui n'en étaient jamais partis depuis toutes ces années. Lorsqu'ils demandèrent s'il était possible d'échanger des messages, tout le monde est resté silencieux. Ils craignaient de rencontrer à nouveau quelqu'un comme Mike. Ils ont donc refusé la demande de l'autre partie. En un clin d'œil, on est arrivé à la 50e année de l'épidémie. À ce moment-là, Rem avait déjà les cheveux blancs. Il a transmis son marteau à son fils aîné. À ce moment-là, toute la ville était illuminée. De toute évidence, la population avait augmenté. La civilisation humaine était sur le point de renaître.